Bonsoir, donc je remercie beaucoup le patronage laïque Jules Vallès pour cette invitation. Je suis très heureux d'être ici. Et avant de commencer, je voudrais vous dire que même s'il y a une séance de questions qui est prévue à l'issue, n'hésitez pas à m'interrompre éventuellement si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si je rentre dans des détails un peu trop compliqués. Donc je vais vous parler, comme Madame Viguier l'a dit en introduction, des neutrinos. Et donc commençons tout de suite par une petite présentation de ces particules, une première approche des neutrinos. Donc les neutrinos en fait ce sont des particules élémentaires et ce sont des constituants de la matière comme les électrons qu'on trouve dans les atomes, mais ce sont des particules élémentaires un peu spéciales. D'abord donc j'ai dit que c'était des constituants de la matière, mais ils ne sont pas à proprement parler présents dans la matière ordinaire. Par exemple on n'en trouve pas dans cette table, alors qu'on trouve des atomes à l'intérieur desquels il y a des électrons et dans le noyau, ce qu'on appelle des protons et des neutrons, je reviendrai là-dessus. Mais s'ils ne sont pas dans la matière qui nous environne, ils sont présents partout dans l'univers, ils sont produits par de nombreux processus, ils sont produits par les étoiles comme le Soleil, par les centrales nucléaires et par la radioactivité naturelle, donc il en est produit à la fois dans la Terre et même dans notre propre corps. Les neutrinos les plus nombreux en fait ont été produits à peu près une seconde après le Big Bang, et notre corps est traversé en permanence par des millions de milliards de neutrinos chaque seconde, et notre corps en retour en émet, enfin pas en retour puisque ce ne sont pas les mêmes neutrinos qui les renvoient, mais il en produit lui-même environ 4500. Une autre particularité des neutrinos, c'est que ce sont les seules particules de matière qui sont dépourvues de charge électrique, contrairement à l'électron qui a une charge électrique négative. Et donc, pour cette raison, ils interagissent très faiblement avec la matière. Par exemple, sur 1 milliard de neutrinos qui traversent la Terre de part en part, seul un, ou un peu moins d'un en moyenne, va interagir avec les noyaux terrestres, les noyaux qui se trouvent dans la Terre. Ceci explique qu'ils soient si difficiles à détecter et qu'il a fallu attendre 1956 pour les observer, alors qu'on connaissait par exemple l'électron depuis très longtemps. Une autre particularité est que donc, comme je l'ai dit, ils ne sont pas sensibles à l'interaction électromagnétique puisqu'ils n'ont pas de charge électrique. Ils ne sont pas sensibles non plus à ce qu'on appelle l'interaction forte qui est responsable de la cohésion des noyaux. Ils ne sont sensibles qu'à une troisième interaction qu'on appelle l'interaction faible. Et c'est cette interaction qui est responsable notamment d'un grand nombre de réactions nucléaires, ce qu'on appelle la radioactivité bêta, je reviendrai là-dessus, et une réaction aussi qui est très importante pour l'énergie solaire dont nous bénéficions, qui est la fusion de l'hydrogène en hélium, qui se produit au cœur de nombreuses étoiles, dont le Soleil. Une autre particularité des neutrinos, c'est qu'ils sont extrêmement légers, donc les autres particules qui constituent la matière ont une masse, et on ne sait pas absolument tout sur les masses des neutrinos, mais ce qu'on sait, c'est que la masse du plus lourd d'entre eux est environ 1 million de fois plus petite que celle de l'électron, qui est déjà la plus petite des autres particules élémentaires, si on laisse de côté les neutrinos. Autre propriété remarquable, il n'existe pas qu'un seul type de neutrino, il en existe 3 espèces différentes, qu'on appelle quelquefois familles de neutrinos, et les neutrinos peuvent se transformer entre eux d'une famille à l'autre. Tous les points que je détaille, dont je parle, je reviendrai en détail dessus plus tard. Et donc au cours de leur mouvement, quand ils se propagent, ils ont la possibilité de se transformer d'une espèce dans une autre. Il y a un terme pour ça, on parle d'oscillation des neutrinos. Enfin, dernière propriété remarquable, vous savez que chaque particule a une antiparticule, et l'antiparticule a une charge électrique opposée à sa particule. Donc l'électron a une charge électrique négative, moins 1, et il a une antiparticule qu'on appelle positon, qui a une charge électrique plus 1. Les neutrinos, eux, sont dépourvus de charge électrique. Donc, en principe, l'antineutrino pourrait être la même chose que le neutrino. Les neutrinos pourraient être leur propre antiparticule, ce qui n'est pas possible pour l'électron, puisque l'électron qui a une charge électrique moins 1 ne peut pas être la même chose que son antiparticule qui a une charge électrique plus 1. Enfin, dernière propriété, qui n'est pas une utilisation, disons, des neutrinos, c'est que, comme ils interagissent très faiblement, ils peuvent parcourir d'énormes distances
dans l'univers, sans interagir, sans être déviés par les champs magnétiques. Et pour cette raison, ça en fait d'excellents messagers du cosmos. Ils peuvent nous fournir des renseignements sur les étoiles qui les ont produites. Je reparlerai un petit peu des supernovae plus tard. Et ils peuvent nous renseigner aussi sur des astres très très lointains dont ils sont issus. Le neutrino dans le vestiaire des particules, ne vous effrayez pas, il y a beaucoup de choses dans cette table, mais je vais décrire simplement l'essentiel. D'abord un petit rappel, comme on a dit, la matière est constituée donc d'atomes qui sont constitués d'un noyau et d'un électron qui est lié, et d'électrons plutôt, il n'y a pas un seul, sauf dans l'atome d'hydrogène, d'électrons donc qui sont liés à l'intérieur des atomes au noyau par l'interaction électromagnétique. Ces noyaux sont eux-mêmes constitués de deux particules qu'on appelle, en fait il y en a plus de deux, mais deux types de particules qu'on appelle protons et neutrons. Le proton a une charge électrique positive et le neutron est neutre, comme son nom l'indique, il n'a pas de charge électrique. Mais ce ne sont pas des particules élémentaires. On peut les scinder en encore plus petits morceaux. Ils contiennent en fait chacun 3 quarks, ce qu'on appelle des quarks. Ce sont les constituants élémentaires du neutron, dont je ne vais pas parler énormément. Je vais juste dire, dans ce tableau un petit peu compliqué, et que vous avez donc 3 familles, c'est-à-dire 3 espèces, comme je disais tout à l'heure, de particules qui sont un peu la réplication des autres, mais chaque fois qu'on va d'une famille à une autre, la masse est plus importante. Et la matière ordinaire, en fait, est constituée de la première famille. Comme je l'ai dit, il y a ces quarks, ces 2 quarks qui constituent les protons et les neutrons. Il y a l'électron, et associé à l'électron, il y a un neutrino qu'on appelle neutrino électronique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 3. Et en fait, comme on a 3 familles, l'électron a des sortes de grands frères parce qu'ils sont beaucoup plus massifs, qui ont la même charge électrique, mais une masse beaucoup plus grande. Il y a le muon, dans la deuxième famille, qu'on a découvert en 1936, et qui est 200 fois plus lourd que l'électron. Et ensuite, il y a le tau. On a donc 3 neutrinos associés à chacun de ces, on appelle ça des leptons, le neutrino électronique, le neutrino muonique et le neutrino tonique, qu'on appelle nu-e, nu-mu et nu-tau. Je vous ai dit qu'il y avait que les neutrinos étaient présents partout dans l'univers et qu'il y avait de nombreuses sources de neutrinos. Donc voici une illustration. Alors il s'agit, les physiciens parlent de flux, mais en pratique, plus le pic est haut, plus ces neutrinos sont abondants. Et ce qu'on voit sur l'échelle, sur l'axe des abscisses, en fait, c'est l'énergie. C'est-à-dire plus on va de la gauche vers la droite, plus ils sont énergétiques. Donc les plus nombreux, les moins énergétiques sont les neutrinos reliques du Big Bang, ceux qui ont été formés environ 1 seconde après le Big Bang, et qui sont toujours là. Ensuite, il y a des neutrinos émis par le solaire. Il y a des neutrinos émis par des explosions de supernovae. Des neutrinos, j'ai parlé des neutrinos, alors en fait ça c'est vu sur Terre évidemment, les neutrinos donc émis par les réacteurs nucléaires, et les neutrinos atmosphériques, et enfin les plus énergétiques sont ce qu'on appelle des neutrinos cosmiques. Ils font partie de ce qu'on appelle les rayons cosmiques, donc ils se promènent dans l'univers, ils peuvent avoir été produits à des centaines de milliers d'années-lumière de nous, et ils parviennent jusqu'à nous. Mais ils sont beaucoup moins nombreux. On va faire un petit peu d'histoire, donc comment a-t-on découvert le neutrino? Tout d'abord, le neutrino est une des particules, ce n'est pas la seule, mais à l'époque c'était complètement nouveau, dont un physicien a postulé l'existence avant même qu'elle soit découverte. Avant, on découvrait une particule, un rayonnement, et on lui donnait un nom. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Wolfgang Pauli, physicien autrichien, un des pères de la mécanique quantique, en 1930? Il y avait un problème à l'époque, qui est que on connaissait plusieurs types de réactions nucléaires. On connaissait la réaction bêta, qui est une désintégration d'un noyau atomique. Donc un noyau X se désintègre en noyau Y, et il émet un électron. C'est ce qu'on constatait expérimentalement. Et à l'époque, on pensait que seul un électron était émis dans la désintégration de bêta. Que nous dit le principe de la conservation de l'énergie? Il nous dit que l'énergie de l'état final doit être égale à l'énergie de l'état initial.
Les deux noyaux sont au repos. Le noyau Y, le noyau fixe, n'a pas d'énergie cinétique, il ne se déplace pas, il reste au repos. Donc il n'y a que l'énergie de masse, c'est-à-dire mc2 d'après la fameuse formule d'Einstein. Donc l'énergie de l'électron doit être égale à mx c2 moins yc2. L'énergie de l'électron, c'est son énergie de masse, sa masse fois c au carré, c étant la vitesse de la lumière, et son énergie cinétique. Donc, on s'attendrait, en fonction de cette formule, la masse du noyau X et du noyau Y étant fixée, que l'électron ait une énergie fixée. C'est-à-dire, tous les électrons qui vont être produits dans la désintégration du noyau X vont avoir la même énergie, ou si vous voulez, la même énergie cinétique, ou la même vitesse, si vous préférez. On devrait donc observer ce qu'on appelle un spectre discret, et c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est en fonction de l'énergie, et c'est, disons, un nombre d'électrons que l'on observe. On devrait obtenir un pic. À l'époque, on pensait que simplement un électron était émis dans une désintégration bêta. Et en fait, ce qu'on observait, c'était pas du tout ça. C'était ce qu'on appelle un spectre continu, c'est-à-dire que l'énergie, il s'agit ici de l'énergie cinétique, ou associée à sa vitesse, l'énergie associée à la vitesse de l'électron, elle peut aller d'une valeur nulle jusqu'à l'énergie maximum disponible dans la réaction. Et évidemment, ça, c'est pas compatible à la conservation de l'énergie qui nous dit que l'énergie doit être fixée. Qu'a fait Pauli? Il a supposé, il a appelé ça une tentative désespérée pour sauver la conservation de l'énergie, c'est supposer qu'en fait, une autre particule était émise dans la désintégration bêta, en plus de l'électron, et cette particule, comme on ne l'observe pas, elle doit être neutre, puisqu'une particule chargée, on l'observe très bien dans les détecteurs, et elle sera baptisée neutrino par le physicien italien Enrico Fermi en 1933, qui a fait énormément de choses, et en particulier qui a fait la théorie de la désintégration bêta. Et comme le neutrino est émis avec l'électron, donc c'est cette réaction-là, eh bien ils vont partager l'énergie disponible dans la réaction. Ils vont se partager l'énergie, et c'est comme ça que l'énergie de l'électron peut prendre différentes valeurs, puisque si on pouvait mesurer l'énergie du neutrino qu'on fasse la somme, on trouverait un pic comme ici. Je vous ai mis ici une photo de Pauli, et alors cette idée, il n'a pas osé la publier dans un premier temps, mais il a communiqué oralement à un congrès de physiciens. La lettre a été traduite en français, on n'arrive pas à la lire, mais de toute façon, elle était juste là pour illustration. Il présente justement cette hypothèse du neutrino pour une tentative désespérée de sauver la conservation de l'énergie. Et cette lettre est fameuse pour son adresse, puisqu'elle est adressée à « Chers mesdames et messieurs radioactifs ». À l'époque, la physique nucléaire était une science très importante. Elle est toujours, mais disons, beaucoup plus importante à l'époque. Et il s'excuse de ne pas pouvoir être présent parce qu'il est retenu à Zurich par quelque chose de beaucoup plus important. Il doit assister à un bal. Donc voilà pour l'hypothèse du neutrino. Ensuite, il a bien fallu les découvrir, ces neutrinos, et c'est là que la faiblesse d'interaction des neutrinos a été un handicap. Comme ils interagissent très probablement, je vous ai dit, sur 1 milliard de neutrinos qui traversent la Terre, il y en a moins d'un qui interagit, eh bien, il est très difficile d'observer un neutrino. Il faut qu'il interagisse dans le détecteur, donc il faut qu'il y ait un nombre absolument énorme de neutrinos qui traversent le détecteur, beaucoup plus d'1 milliard, pour qu'on ait la chance qu'il y en ait un qui interagisse, et même plusieurs. Donc les physiciens vont se poster près de sources intenses de neutrinos, et parmi ces sources intenses, il y a les réacteurs nucléaires. En effet, dans les réacteurs nucléaires, donc on produit l'énergie, c'est le but avec la fission de l'uranium, mais il y a un grand nombre de réactions qui sont impliquées, et dans ces grands nombres de réactions, il y a beaucoup de désintégrations bêta, qui, comme on l'a vu, émettent des neutrinos électroniques, plus précisément des antineutrinos électroniques, si on veut être très précis. Et la découverte et la détection, de ces antineutrinos électroniques, elle est basée sur la réaction bêta inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un neutron, je ne l'ai pas dit, effectivement, j'ai parlé de la désintégration noyau, mais on peut décrire la désintégration bêta au niveau à l'intérieur du noyau. En fait, c'est un neutron qui se désintègre en proton, plus électron, plus antineutrino électronique.
Donc la réaction inverse, c'est un antineutrino électronique qui va rencontrer un proton dans un noyau du détecteur et ça va produire un positon, l'antiparticule électron, et un neutron. Le positon, il va s'annihiler avec un électron qu'il va trouver dans un atome du détecteur, et le neutron, il va être absorbé par un atome qui va donc se retrouver dans un état d'énergie excitée et se désexciter en réémettant un photon. Donc le signal que l'on observe, c'est deux flashs lumineux séparés par quelques microsecondes. Et il a fallu donc attendre 26 ans, 1956, pour découvrir ainsi le neutrino électronique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs familles de neutrinos, plusieurs familles de particules et en même temps plusieurs familles de neutrinos. Ils ont été découverts plus tard, donc en 1962, cette fois-ci non pas avec des neutrinos de réacteurs, mais des neutrinos produits en même temps que d'autres particules dans des accélérateurs de particules, comme celui qu'on a au CERN à Genève, dans lequel le boson Higgs a été découvert en 2012. Mais ici, il s'agissait évidemment d'un accélérateur beaucoup plus petit aux États-Unis. Et on a découvert le neutrino muonique, dont je vous ai dit qu'il était associé au muon, une particule semblable à l'électron par la charge électrique, mais beaucoup plus lourde, découverte en 1936. Enfin, le troisième neutrino, le neutrino tauique ou le neutrino tau, associé au lepton tau, a été découvert en 2000. Donc voilà pour la découverte des neutrinos. Ce schéma est juste pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble l'expérience de Renz et Cowan, donc ceux qui ont découvert le neutrino électronique en 1956. Je vous l'ai dit en gros, donc ça c'est le détecteur. Un antineutrino électronique qui arrive dans le détecteur rencontre un proton, il émet un positon qui va s'annihiler avec un électron et former se désintégrer donc s'annihiler en deux photons, et le neutron absorbé par un atome, l'atome se désexcite en émettant aussi des photons, et c'est ces photons que l'on observe, qu'on convertit ensuite en signal électrique et qu'on observe. Je vous ai dit en introduction que une propriété très importante et très particulière des neutrinos, c'était qu'ils peuvent se transformer d'un neutrino d'une famille à un neutrino d'une autre famille. Un neutrino électronique, par exemple, peut se transformer en neutrino muonique. Alors, ça a été très long de découvrir ça, et on n'y a pas pensé spontanément. Voyons un peu comment c'est arrivé. Donc, après avoir découvert les neutrinos auprès des réacteurs et des accélérateurs, les physiciens ont exploré d'autres sources de neutrinos, et notamment des sources astrophysiques, à commencer par le Soleil et les rayons cosmiques. Le Soleil, comme vous le savez sans doute, mais ce n'était pas du tout une évidence au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, l'énergie du Soleil elle est produite par des réactions nucléaires, la fusion de l'hydrogène en hélium au centre du Soleil à une température de 15 millions de degrés. Et cette idée donc a émergé dans la première moitié du XXe siècle, et la première description détaillée a été faite par le physicien Hans Bethe en 1939, physicien allemand américain d'origine allemande. Et un peu plus tard, dans les années 60, un autre physicien américain, John Bacall, a calculé, comme je vous ai dit que beaucoup de réactions nucléaires produisent des neutrinos, et bien ces réactions nucléaires qui sont responsables de l'énergie du Soleil qui est libérée sous forme de photons, c'est de l'énergie électromagnétique, et bien elles produisent aussi des neutrinos. Et John Bacall a calculé la quantité de neutrinos, on parle de flux en physique, pour dire la quantité de neutrinos qui nous arrive, c'est par unité de surface et temps, donc qui nous arrive, disons, qui arrive sur la Terre par centimètre carré par seconde, un nombre de neutrinos par centimètre carré par seconde, on appelle ça un flux. Et donc ça a été produit dans les années 60 par John Bacall. À la suite de ça, un autre Américain, Ray Davis, s'est lancé dans la tentative de détecter ces neutrinos solaires. Et il a fait à l'aide d'une réaction chimique suivante. Un neutrino électronique peut être absorbé par un atome de chlore qui va se transformer en atome d'argon et libérer un électron. Au niveau vraiment des protons et électrons, c'est toujours le même type de réaction qui se passe, où vous changez un peu l'état. Vous échangez des particules entre l'état initial et l'état final. Donc c'est un peu toujours la même chose. En fait, c'est un neutrino électronique avec un neutron qui va donner un proton avec un électron. Et ensuite, il s'agit de... Donc en fait, il utilise une cuve de détergent, un détergent qui contient du chlore. Et dans cette cuve, donc des atomes d'argon vont être produits. Ensuite, il faut les extraire et les compter.
Il fait ce travail, il constate assez rapidement, dès la fin des années 60, que par rapport aux prédictions de John Bacall, les 2/3 des neutrinos, il observe seulement 1/3 des neutrinos prédits. Et cette observation sera appelée déficit des neutrinos solaires. Ça n'a peut-être pas attiré énormément d'attention au départ, mais ça a été confirmé par d'autres expériences plus tard. Dans les années 90, vous voyez que c'est une histoire qui s'étend sur un grand nombre de décennies. Des expériences utilisant une réaction chimique semblable avec d'autres atomes a confirmé ce déficit, mais sur une plus grande portion du spectre des neutrinos solaires, c'est-à-dire en incluant des neutrinos solaires de plus basse énergie que cette expérience de Homstech. Homstech, c'est le nom d'une mine aux États-Unis, je ne l'ai pas dit. On place en général ces détecteurs dans des lieux souterrains pour se protéger notamment des rayonnements cosmiques, des muons, de tout ce qui pourrait créer un bruit de fond dans le détecteur et qu'on pourrait confondre avec l'interaction d'un neutrino. Et puis, à partir de 1996, par l'expérience Super Kamiokande au Japon, dont je parlerai plus tard, et qui utilise une technique différente de cette technique utilisant une réaction chimique pour détecter les neutrinos solaires. Sur le transparent suivant, je vous ai mis, mais juste pour illustration, c'est le cycle des réactions qui sont à l'origine de la production d'énergie solaire. Donc c'est le cycle de la fusion de l'hydrogène en hélium. Et ici, vous avez juste le bilan, 4 atomes d'hydrogène. Alors le noyau d'hydrogène ne contient qu'un proton. C'est tout, il y a un proton et pas de neutrons. Donc 4 noyaux d'hydrogène donnent un noyau d'hélium 4, 2 positons, qui vont bien entendu s'annihiler avec un électron dans le Soleil pour donner des photons, et 2 neutrinos électroniques. C'est là que les neutrinos électroniques apparaissent. Et il y a de l'énergie sous forme de photons, c'est l'énergie solaire. Une partie de cette énergie venant de l'annihilation des positons avec les électrons qu'ils rencontrent dans la matière solaire. Voici une photo de Ray Davis, le père de l'expérience Homstech, qu'on voit en fait à côté de la cuve qui constitue le détecteur. Elle est entourée en fait pour écranter le bruit de fond d'une sorte de piscine, c'est-à-dire d'une quantité d'eau. On le voit se baigner dans cette quantité d'eau. Et ça illustre ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que les expériences suivantes ont également trouvé un désaccord entre la prédiction des modèles solaires, qui est ici en mauve clair, et en mauve foncé, la mesure expérimentale. Donc on en trouve toujours moins que ce qui est prédit. Dès 1968, c'est-à-dire dès les premières rumeurs de déficit des neutrinos solaires, un physicien italien qui était, pour des raisons politiques, réfugié en URSS, explique le déficit des neutrinos solaires par l'hypothèse d'une transformation. Les neutrinos solaires sont des neutrinos électroniques, et puisqu'on venait de découvrir en 1962 le neutrino muonique, est-ce que ça ne pourrait être pas dû à une transformation de neutrinos électroniques en neutrinos muoniques? Une partie des neutrinos électroniques produits dans l'ensemble du Soleil se sont transformés au cours de leur trajet du Soleil à la Terre en neutrinos muoniques, et comme notre expérience n'est sensible qu'aux neutrinos électroniques, on n'a pas vu ces neutrinos muoniques, donc on a l'impression qu'il y a moins de neutrinos solaires qu'il n'en est en fait, que le Soleil n'en a en fait produit. C'est ce qu'on appelle les oscillations. Et les oscillations, je les ai un petit peu illustrées ici. Alors l'image est peut-être un peu claire, mais de là vient le nom d'oscillation. Ce qui est tracé ici, en fonction de la distance parcourue par le neutrino, c'est en fait la fraction de neutrinos. Alors prenons par exemple des nueux qui se transforment en nu-mu, c'est la fraction de neutrinos électroniques qui, en fonction de la distance, va se transformer en neutrino muonique et pourrait être détecté comme un neutrino muonique. Donc au départ, à distance nulle, vous en avez bien entendu 0, vous arrivez jusqu'à un maximum qui est l'amplitude de l'oscillation, et puis ensuite, d'où le terme d'oscillation, ça fait comme une sinusoïde en fait, à nouveau, les nu-mu reviennent vers des nuées, donc vous avez dans votre faisceau de nuées une proportion, au départ vous n'aviez que des nuées, une proportion de nu-mu qui augmente, qui arrive à un maximum, et ensuite elle redécroît, vous avez un deuxième minimum, et puis ça continue comme ça, on arrive à nouveau à un maximum de nu-mu, et ainsi de suite. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce déficit de neutrinos solaires a été longtemps entouré d'un certain scepticisme, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui chiffonnaient un petit peu les physiciens.
D'abord, est-ce qu'on pouvait être sûr que les modèles solaires sont absolument fiables? Ils expliquaient beaucoup de propriétés du Soleil, la luminosité du Soleil, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il nous envoie. Mais est-ce qu'on pouvait vraiment avoir confiance dans le calcul du flux de neutrinos? Et puisque les neutrinos sont si difficiles à détecter, est-ce qu'on est sûr qu'on n'en avait pas manqué sans le savoir? Il est difficile de répondre à cette question sans un autre résultat expérimental vraiment concluant, qui serait l'observation d'autres espèces de neutrinos provenant du Soleil. C'est-à-dire, si des neutrinos électroniques se sont transformés en neutrinos muoniques, eh bien, il faudrait les observer, ces neutrinos muoniques, et observer que leur direction vient du Soleil, et qu'ils ont la même énergie que les neutrinos électroniques produits par le Soleil. C'est ce que fera en 2001 l'expérience SNO, ça veut dire Observatoire de neutrinos de Sudbury, qui était une ville au Canada. Cette expérience, elle a fait deux choses. Elle a mesuré le flux de neutrinos électroniques et le flux total de neutrinos, c'est-à-dire le nombre total de neutrinos électroniques plus muoniques plus toniques, les trois familles de neutrinos qui arrivent dans le détecteur. J'ai mis ici quelques détails un petit peu techniques. Donc en fait, c'est un détecteur eau lourde, ce qu'on appelle l'eau lourde, c'est l'eau CH2O, deux atomes d'hydrogène, une molécule d'eau, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Et l'eau lourde, en fait, on a mis à la place d'oxygène un isotope, de l'hydrogène, un isotope d'hydrogène qu'on appelle deutérium et qui est en fait constitué d'un proton et d'un neutron. Et SNO a réalisé deux mesures séparées. Premièrement, elle a mesuré le flux des nuées à travers cette réaction de dissociation du deutérium. Donc le deutérium, il y a dedans un neutron et un proton. Vous envoyez un nuée et vous obtenez deux protons. Donc un neutron s'est transformé en proton et vous avez un électron. Vous observez l'électron. Avec ça, vous pouvez compter, en observant ce signal, vous pouvez compter le nombre de neutrinos électroniques que vous recevez du Soleil. Et puis, il y a une autre réaction qui existe justement dans l'eau lourde, mais pas dans l'eau ordinaire, où un neutrino va dissocier le deutérium en le proton et le neutron qu'il constitue, mais sans transformation du neutron en proton. Donc, on retrouve un neutrino au lieu d'un électron. Et cette réaction, en fait, elle peut se produire avec n'importe quelle famille de neutrinos. On peut avoir un neutrino électronique, un neutrino muonique, un neutrino tonique. On obtiendra toujours le même signal. Donc cette réaction, elle permet de mesurer le flux total de neutrinos. Et le résultat obtenu par SNO est que le flux total de neutrinos solaires correspond exactement au flux prédit par les modèles solaires. Donc on a fait en fait avec cette expérience d'une pierre deux coups. On a à la fois confirmé la prédiction des modèles solaires en trouvant le même flux de neutrinos en provenance du Soleil, et on a découvert les oscillations puisque on a vu qu'une partie des neutrinos produits par le Soleil étaient en fait arrivés dans le détecteur comme des neutrinos muoniques ou toniques. Ça a valu à cette collaboration, plus précisément à son porte-parole, Arthur McDonald, le prix Nobel de physique en 2015. Alors ça, c'est la découverte des oscillations avec les neutrinos solaires. Mais en fait, bien que l'anomalie, le déficit des neutrinos solaires date de la fin des années 60, la découverte, en fait, arrive en 2001 et les neutrinos solaires se sont fait prendre de vitesse par les neutrinos atmosphériques. Puisque on a découvert, en fait, en 1998, un autre type d'oscillation avec un autre type de neutrinos. Alors, de quoi s'agit-il, ces neutrinos atmosphériques ? Vous avez donc, la Terre est entourée d'une atmosphère qui est constituée de gaz, donc il y a du diazote, du dioxygène, etc. Et vous avez dans l'univers des rayons cosmiques qui frappent la surface de la Terre, enfin qui se promènent dans l'univers en permanence, et en entrant en collision avec les molécules de l'atmosphère terrestre, ils vont produire en fait des neutrinos et des antineutrinos, qui sont des neutrinos électroniques ou muoniques. Ils produisent les deux, en fait. Et dès les années 80, on avait mesuré ces neutrinos atmosphériques et constaté aussi un déficit. On en trouvait moins que ce que prédisaient les calculs théoriques.
L'expérience qui a été, toutes les expériences en plus ne mesuraient pas un déficit, mais il y a une expérience décisive qui a été l'expérience Super Kamiokande que j'ai déjà évoquée au Japon. Et cette expérience, en fait, elle a mesuré non seulement, elle a compté non seulement ces neutrinos atmosphériques, mais elle a mesuré leur direction. Alors il faut peut-être mieux que je monte un petit schéma qui est ici, je ne suis pas sûr qu'on le voit très bien, mais le détecteur est ici, donc enfoui, mais quand même, vu la taille de la Terre, il est essentiellement à la surface de la Terre. On a l'atmosphère qui est autour, qui évidemment est plus grande que dans la réalité. Et vous voyez que les neutrinos qui viennent du dessus, les neutrinos descendants, qui ont été produits juste au-dessus du détecteur, ils ont parcouru l'épaisseur de l'atmosphère, c'est-à-dire maximum 20 km, alors que les neutrinos qui ont été produits dans l'atmosphère terrestre, mais à l'autre, aux antipodes, à l'autre bout de la Terre, ils vont avoir traversé toute la Terre avant d'atteindre le détecteur. Ils vont avoir parcouru à peu près 13 000 km le diamètre de la Terre. Et ce qu'a fait l'expérience Super Kamiokande, c'est qu'elle a mesuré donc la direction des neutrinos et elle a observé, on le voit sur cette image qui n'est peut-être pas extrêmement claire, mais disons que c'est un nombre, les points noirs sont des points expérimentaux, c'est le nombre de neutrinos observés en fonction de l'angle zénital. Donc pour faire simple, l'angle par rapport au zénith, l'angle d'incidence des neutrinos par rapport au zénith. Pour faire simple, quand vous êtes à gauche, vous avez des neutrinos qui ont traversé toute la Terre, et quand vous êtes à droite, ce sont des neutrinos au contraire qui viennent des neutrinos descendants, alors que là sont des neutrinos montants. Et vous avez donc les points noirs, c'est la mesure expérimentale. Les carrés orange, ce sont les prédictions théoriques. Et ce que vous voyez, c'est que pour les neutrinos descendants, la mesure est en accord avec la prédiction, tandis que pour les neutrinos montants, ceux qui ont traversé toute la Terre, vous voyez un déficit. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de neutrinos observés que de neutrinos attendus. Et l'explication, elle est toute simple. C'est que quand j'ai parlé d'oscillation, je n'ai pas parlé de la longueur d'oscillation, mais avant d'atteindre le maximum de l'oscillation, la distance, si vous voulez, qu'il faut parcourir pour atteindre le maximum d'oscillation, c'est la longueur d'oscillation. Et en fait, ce que ce résultat indique, c'est que la longueur d'oscillation des neutrinos atmosphériques, elle est de l'ordre de grandeur, disons, du diamètre de la Terre. Donc, ceux qui n'ont parcouru que 20 km, c'est tout petit par rapport au diamètre de la Terre, ils sont au tout début de l'oscillation, donc ils n'ont quasiment pas oscillé. Et ceux qui ont traversé toute la Terre, ils ont eu le temps d'arriver au pic de l'oscillation. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont les neutrinos muoniques qui ont oscillé, pas les neutrinos électroniques. Et l'explication, c'est en termes d'oscillation de neutrinos muoniques en neutrinos tauiques. Je n'ai pas parlé du détecteur Super Kamiokande et je vais dire quelques mots. On envoie une image ici qui est peut-être pas très claire. C'est une grande cuve de 50 000 litres d'eau. Et c'est ce qu'on appelle un détecteur à effet Cherenkov. Alors je vais expliquer ce que c'est que l'effet Cherenkov. L'effet Cherenkov, en fait, c'est le fait que quand une particule chargée se déplace dans un milieu transparent comme l'eau, à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière, là il y a un paradoxe apparent que je vais expliquer tout de suite, mais une particule chargée se déplaçant à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière va émettre des photons de manière cohérente qui vont faire une lumière bleutée qui décrit un cône autour de la direction de propagation de la particule chargée. Alors j'ai parlé de particules qui se propagent à une vitesse supérieure de la lumière dans l'eau. Alors ça semble impossible puisque la vitesse maximale normalement c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Dans un milieu matériel, dans un milieu transparent comme l'eau, il y a ce qu'on appelle un indice de réfraction, n, qui est plus grand que 1, et la vitesse de la lumière c'est c divisé par n. Plus petite donc que la vitesse de la lumière dans le vide. Il suffit que notre particule chargée se propage à une vitesse proche de la vitesse de la lumière pour qu'elle se déplace plus rapidement que la lumière. Et dans ce cas, elle va émettre cette lumière bleutée et ça va donner un cône que on observe dans le détecteur de Super Kamiokande. Donc il y a énormément, c'est une cuve d'eau, une énorme cuve d'eau. Et on voit ici, alors on mesure les photons qui sont la lumière qui est émise, et on observe ici, ça correspond à un électron qui a été produit par interaction de neutrinos électroniques. On observe très nettement un cône. La couleur ici, il y a de l'électronique derrière, ça correspond au nombre de photons. Donc j'ai parlé de lumière bleutée, là on voit du vert, c'est simplement que il y a un nombre de photons différents qui arrivent ici et qui arrivent là.
Alors, d'où viennent ces électrons? Il y a aussi des muons. Ils viennent de l'interaction des neutrinos dans l'eau. Les neutrinos vont interagir avec un noyau soit d'un atome d'hydrogène, soit d'un atome d'oxygène dans la molécule d'eau. Et ils vont produire une particule chargée qui est soit un muon si c'est un neutrino muonique, soit un électron si c'est un neutrino électronique. J'ai passé un peu de temps à parler donc de cet effet de Cherenkov, car il joue un rôle dans d'autres types de détecteurs dont je parlerai plus tard. Voilà pour la découverte des oscillations des neutrinos atmosphériques. Donc, et j'ai oublié de dire que le prix Nobel de 2015 a eu deux récipiendaires. Il y a eu donc le porte-parole de l'expérience SNO et le porte-parole de l'expérience Super Kamiokande pour les oscillations des neutrinos atmosphériques. Depuis, de nombreuses expériences ont confirmé les oscillations. Et là, je vous ai mis, on le voit à peu près correctement, une figure qui est très intéressante. Ça, c'est l'expérience Camland, toujours au Japon, qui a mesuré en fait des neutrinos provenant des centrales nucléaires environnantes. Il y en avait beaucoup en service à l'époque, c'était bien avant malheureusement la catastrophe de Fukushima, avec une distance moyenne de ces réacteurs nucléaires de 150 km. Et ici, ce que vous voyez en fait, c'est un nombre de neutrinos électroniques mesurés en fonction de la distance. En fait, c'est la distance mesurée par l'énergie des neutrinos. Mais disons en gros la distance. Et donc en fait, ce nombre de neutrinos électroniques que l'on observe, si les neutrinos ont beaucoup oscillé dans une autre saveur, on va en observer moins. Donc quand vous voyez un creux, c'est en fait un maximum d'oscillation. Les neutrinos électroniques ont beaucoup oscillé dans une autre saveur, et dans Camland, vous ne détectez que des neutrinos électroniques. Donc là, vous avez un maximum d'oscillation, et là, vous avez un minimum d'oscillation. C'est là que vous voyez le maximum de neutrinos électroniques, parce qu'il y en a peu qui ont oscillé. Donc on voit sur cette belle figure la mesure expérimentale de la courbe que je vous montrais tout à l'heure, avec, alors c'est la distance divisée par l'énergie, donc c'est moins net, disons, mais c'est bien la même forme avec les deux minima d'oscillation, et ici le deuxième maximum d'oscillation. J'ai déjà donné beaucoup de détails, donc l'histoire s'est continuée avec, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec la découverte de nouveaux canaux d'oscillation dans les années 2010. Venons-en maintenant un petit peu à l'interprétation théorique de ces résultats et à ce que ces oscillations nous ont appris sur les propriétés des neutrinos. Alors, ce que j'ai oublié de dire en introduction, c'est que pendant longtemps, on pensait que les neutrinos étaient de masse nulle. Dans la théorie de la désintégration bêta, par exemple, de Fermi, et dans les théories qui ont suivi, les neutrinos n'avaient pas de masse. On pensait que c'était des particules de masse nulle. Et en fait, ce que nous disent les oscillations, c'est que oui, ils ont une masse. Le phénomène des oscillations, c'est un phénomène qui est dû à la mécanique quantique et qui ne peut s'expliquer que si les neutrinos ont une masse, et même des masses différentes entre différents types de neutrinos. Je vous ai parlé de la longueur d'oscillation, c'est la distance qu'il faut parcourir pour arriver au pic de l'oscillation. En fait, cette longueur d'oscillation, elle dépend de l'énergie de neutrinos, mais aussi de la masse. Alors, plus précisément, ce qui apparaît ici, c'est delta m carré. Delta m carré, c'est la différence des carrés des masses des deux types de neutrinos qui interviennent dans cette oscillation. Si vous voulez penser à une masse carrée, en fait, c'est une différence de masse au carré qui intervient aussi ici au dénominateur. Autrement dit, la longueur d'oscillation, elle dépend directement, non pas des masses des neutrinos, mais de la différence des carrés de leur masse. Et on a vu qu'on avait observé des oscillations parmi les neutrinos solaires et parmi les neutrinos atmosphériques. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces oscillations sont caractérisées par des longueurs d'oscillation différentes, ce qui veut dire qu'il y a deux delta m carré différents. Et donc, c'est cohérent avec le fait qu'on a trois masses différentes, trois espèces de neutrinos, trois masses différentes. Et si vous avez trois masses, que vous faites des différences, vous pouvez faire que deux différences avec trois quantités. Et ce que nous disent donc en observant, en mesurant la longueur d'oscillation, en fait, c'est là où je voulais en venir, on mesure la différence de masse au carré. Donc, on mesure pas tout à fait directement les neutrinos, mais presque. Et en mesurant notamment le delta m carré
qui gouverne les oscillations atmosphériques, on arrivait à dire que au moins un neutrino, en pratique le plus lourd, a une masse qui est 1 million de fois plus petite que celle de l'électron. L'électron étant déjà la particule élémentaire hors neutrino, la plus, parmi les constituants de la matière, la plus légère. Le proton est 2000 fois plus lourd que l'électron. Donc l'électron est déjà très léger, et bien les neutrinos sont au moins 1 million de fois plus légers. Ce qui amène quelques questions pour les théoriciens. Pourquoi ces masses sont si petites? Et puis aussi quelle est l'origine, quel mécanisme les a produits? Et cette question, on le verra, il y a une autre question que j'ai mentionnée en introduction. Est-ce que les neutrinos sont leurs propres antiparticules? Alors, je vais en dire un peu plus sur ces deux questions, mais avant d'y arriver, j'ai parlé de ce que les oscillations nous apprennent. Voyons ce que les oscillations peuvent encore nous apprendre, qu'il y a encore un programme expérimental de recherche d'oscillations très important. On est passé maintenant à des oscillations sur des très grandes distances, avec soit des neutrinos de réacteurs, soit des faisceaux de neutrinos produits par des accélérateurs, et qu'on envoie vers des détecteurs qui sont situés entre 300 km et 1300 km de la source. Vous voyez, donc ce sont des distances absolument énormes. La première question, qui bon, est peut-être pas la plus fondamentale, mais à laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant, est quel est l'ordre de la masse des neutrinos? Qu'est-ce que ça veut dire? On a 3 masses de neutrinos, M1, M2, M3, bon, et la question qu'on se pose, on sait qu'une différence de masse au carré correspond aux oscillations des neutrinos solaires, c'est la petite différence là, et une autre différence de masse au carré, c'est la grande différence ici, ou là, correspond aux oscillations des neutrinos atmosphériques. Eh bien, l'ordre des masses de neutrinos, c'est est-ce que le delta M carré solaire, c'est la différence de masse au carré des deux plus légers, ou la différence de masse au carré des deux plus lourds? Si c'est la différence au carré des deux les plus légers, on parlera d'ordre normal, et c'est juste le jargon des physiciens, et si c'est la différence des deux masses les plus lourdes, on parlera d'ordre inverse. Comment ça va se manifester, ça, dans une expérience d'oscillation de neutrinos? Alors, je vous ai dit qu'on faisait maintenant des expériences où les faisceaux de neutrinos parcourent des distances, les neutrinos qui sont produits par exemple dans des accélérateurs, parcourent des distances de plusieurs centaines de kilomètres avant d'atteindre le détecteur. Or, si vous lancez un faisceau, vous orientez un faisceau vers un détecteur qui se trouve à 1000 km par exemple, comme la Terre est sphérique, vos neutrinos ils vont traverser la croûte terrestre. Et le fait qu'ils traversent la croûte terrestre fait qu'ils vont interagir avec la matière qui est à l'intérieur de la Terre, de la croûte terrestre, et ça va modifier leur oscillation. Et même, ça va modifier, introduire une différence entre les oscillations des neutrinos et des antineutrinos. Et suivant que l'ordre est normal ou inverse, soit les oscillations des neutrinos vont être amplifiées par rapport à celles des antineutrinos, soit elles vont être réduites. C'est représenté sur ce schéma où vous avez le rapport, si vous voulez, de la probabilité d'oscillation des antineutrinos divisée par celle des neutrinos en fonction de la distance. Et là, vous voyez que c'est plus grand que 1, donc vous avez plus d'oscillations d'antineutrinos que de neutrinos. C'est le cas où vous avez un ordre inverse. Et là, le rapport est plus petit que 1, vous avez plus d'oscillations de neutrinos que d'antineutrinos. C'est le cas où vous avez un ordre normal. Ça, c'est pour la prochaine génération d'expériences. Une autre question qui est pour la prochaine génération d'expériences, même si on a déjà quelques indications dessus, c'est est-ce que les neutrinos... Alors, je vous ai dit que les neutrinos et les antineutrinos n'oscillaient pas de la même manière dans la Terre, mais c'est vraiment dû à leur interaction avec la matière de la croûte terrestre. Mais dans le vide, par contre, on peut se poser la question, est-ce que les neutrinos et les antineutrinos ont un comportement différent? Est-ce qu'il y a la même probabilité qu'un neutrino muonique se transforme en neutrino électronique qu'un antineutrino muonique se transforme en antineutrino électronique? Pour le moment, on ne le sait pas. Et pour répondre à cette question, il faut vraiment que les neutrinos aient parcouru une très grande distance, car la différence entre ces deux probabilités n'est observable que lorsque les oscillations qui sont caractérisées par la plus grande distance des oscillations, la plus grande longueur d'oscillation, pardon, ont eu le temps de se développer.
Si on observe une différence, ça veut dire qu'il y a un comportement différent des particules et des antiparticules. Et ça, c'est quelque chose une propriété fondamentale qui est qu'on appelle, dans le jargon des physiciens, on appelle ça la violation de la symétrie CP. CP étant une symétrie dans laquelle une transformation dans laquelle on échange une particule par son antiparticule et on renverse leur direction. Si elle va vers la droite, l'antiparticule va vers la gauche. En termes plus simples, disons, c'est le comportement des particules par rapport à celui des antiparticules. Si la symétrie CP est respectée, elle se comporte de la même manière, et sinon, elle se comporte de manière différente. Ce serait une nouveauté, car pour l'instant, ça n'a pas été observé dans le secteur des neutrinos. On a des premières indications d'une expérience en cours, mais ce n'est pas suffisant pour conclure qu'on a vraiment découvert une violation de CP dans les oscillations de neutrinos. Pour cela, il va falloir la prochaine génération d'expériences qui va débuter entre 2025 et 2030. Et vous avez alors, on peut faire ça avec, comme je l'ai dit précédemment, des faisceaux de neutrinos produits par des accélérateurs. C'est l'expérience Dune aux États-Unis, ou l'expérience Tokai to Hyper Kamiokande, qui est une extension de Super Kamiokande au Japon. Mais vous pouvez le faire aussi avec ce genre d'expérience avec des neutrinos émis par, qui sont en fait des antineutrinos par des réacteurs nucléaires. C'est l'expérience Juno en Chine. Donc je n'ai pas mentionné les collaborations, la présence des physiciens français, j'aurais dû le dire, mais les physiciens français sont impliqués à la fois dans le Juno et dans Dune, et aussi d'ailleurs dans KM3Net, qui est encore un autre type d'expérience, qui est ce qu'on appelle les télescopes à neutrinos. Celui-ci est installé dans la Méditerranée, et en fait ce qu'on appelle les télescopes à neutrinos, ce sont des détecteurs qui observent les neutrinos qui viennent du cosmos. Donc voilà les deux questions que les oscillations peuvent nous apprendre dans le futur. Je vais maintenant en venir à des questions plus fondamentales et qui restent encore ouvertes. Une que j'ai déjà mentionnée, est-ce que le neutrino est sa propre antiparticule? Si c'est le cas, c'est possible car il n'a pas de charge électrique. Il serait ce qu'on appelle un fermion de Majorana. On appelle fermions les constituants de la matière. Fermion de Majorana, du nom du physicien italien Ettore Majorana, qui a introduit le premier ce concept de fermion de Majorana, et qui est une figure très mystérieuse parce que il a disparu. On ne sait pas exactement, on connaît sa date de naissance, 1906, mais pas sa date de décès. La dernière trace qu'on a de lui, c'est en 1938. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, s'il s'est suicidé, s'il a quitté l'Italie, on ne sait pas. L'autre grande question, c'est quelle est l'origine des masses des neutrinos? Pourquoi sont-ils aussi si légers? Et enfin, les neutrinos ont-ils joué un rôle dans le fait que l'univers est constitué essentiellement de matière avec très peu d'antimatière? Alors, il y a des questions auxquelles on pourra répondre facilement, d'autres qui resteront peut-être mystérieuses pendant plus longtemps. Je vais aborder maintenant ces questions en commençant par une question dont on aura probablement un jour la réponse expérimentale. Les neutrinos sont-ils leur propre antiparticule? Je vous ai dit que si le neutrino était sa propre antiparticule, c'est ce qu'on appelle un neutrino de Majorana. Si les différents sont antiparticules, comme l'électron est différent du positon, on parle de neutrino de Dirac. Eh bien, il y a un processus physique qui peut nous permettre de différencier ces deux cas. C'est la double désintégration bêta. On a vu la désintégration bêta. On a vu que c'était une désintégration d'un noyau atomique dans lequel un électron et un antineutrino sont émis. Émission d'un électron et d'un antineutrino. Eh bien, il se trouve que dans certains noyaux, on peut avoir une double désintégration bêta, c'est-à-dire que deux neutrons du noyau se transforment en protons, électrons et antineutrinos. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la double désintégration bêta avec émission de neutrinos. Donc ça décrit exactement ce que j'ai dit. Il y a deux électrons
et 2 antineutrinos. C'est un processus qui en lui-même est extrêmement rare. Et vous avez, si les neutrinos sont des neutrinos de Majorana, si sont leurs propres antiparticules, en fait, vous ne pouvez plus dire que ces 2 antineutrinos qui sont produits, c'est des antineutrinos, mais ça peut être un des 2 antineutrinos, on pourrait aussi bien dire que c'est un neutrino. Et que peut faire un neutrino et un antineutrino, comme toute particule avec son antiparticule? Ils peuvent s'annihiler, et c'est ce qui est représenté par ce schéma. Donc si s'annihilent, on ne les voit pas, et on ne voit en fait que un noyau atomique qui devient un autre noyau atomique avec l'émission de 2 électrons sans neutrinos. C'est ce qu'on appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrinos. La première, phénomène extrêmement rare, on l'a déjà observé expérimentalement. La deuxième, on la recherche activement. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, elle n'est possible que si les neutrinos sont des neutrinos de Majorana. Donc, si on observe ce processus, on sait que les neutrinos sont leurs propres antiparticules. Donc, j'ai dit que la double désintégration bêta avec émission de 2 neutrinos avait déjà été observée, avec une demi-vie de l'ordre de 10 puissance 22 années. Demi-vie, c'est la durée qu'il faut attendre pour que, si vous avez une certaine quantité de noyaux radioactifs, vous n'en ayez plus que la moitié au bout de cette... Donc 10 puissance 22 années, vous voyez que c'est un nombre extraordinairement grand. Et pour le processus sans émission de neutrinos, qu'on n'a pas encore observé, mais qu'on cherche actuellement, c'est au moins 10 puissance 26 années. Si je vous dis tout à l'heure que on avait 2 possibilités pour l'ordre des masses de neutrinos, donc qui pouvaient être inverse ou normale, et que s'ils sont des fermions de Majorana, donc ils peuvent donner la double désintégration bêta, et si l'ordre des masses de neutrinos est inverse, eh bien on pourrait l'observer dans la prochaine génération d'expériences. Sinon, il faudra attendre beaucoup plus longtemps, avec des expériences beaucoup plus difficiles et beaucoup plus coûteuses. Si l'ordre donc des masses des neutrinos est normal. Alors, quelle est l'origine des masses des neutrinos? C'est une des questions fondamentales qui se pose aussi. Et une hypothèse séduisante, bon, qui reste une spéculation pour le moment, serait qu'en fait, les neutrinos ont un couplage, ils interagissent avec des neutrinos beaucoup plus lourds, qui sont des neutrinos de Majorana, c'est-à-dire que ceux-là sont leurs propres antiparticules. Et dans ce cas-là, la petitesse des masses des neutrinos serait expliquée à travers cette formule. La masse des neutrinos serait le rapport d'une masse au carré divisé par la masse de ces neutrinos de Majorana lourds, grand M désigné ainsi par grand M, et M étant beaucoup plus petit que grand M. On pourrait expliquer ainsi la petitesse des masses des neutrinos. Et on pourrait aussi, grâce à ces neutrinos de Majorana super lourds, donc neutrinos de Majorana, ça veut dire qu'ils sont leurs propres antiparticules, on pourrait expliquer ainsi la symétrie matière-antimatière de l'univers de la manière suivante. Dans l'univers primordial, on a une grande quantité de ces neutrinos de Majorana lourds, et ils peuvent se désintégrer soit en neutrinos électrons, soit en antineutrinos positrons, l'antiparticule de l'électron. Donc je l'ai un peu plus détaillé ici. Ce mécanisme donc pour expliquer la symétrie matière-antimatière de l'univers. Donc c'est simplement le fait, ce qu'on appelle la symétrie matière-antimatière, c'est simplement le fait que toutes les structures qu'on observe dans l'univers sont constituées de matière avec seulement des traces d'antimatière. Et
on s'attendrait en fait, si on n'avait pas de mécanisme pour créer une asymétrie entre la matière et l'antimatière, on s'attendrait à ce que quasiment toute la matière s'annihile avec l'antimatière et qu'il ne reste que des quantités infimes de matière, moins d'un milliardième de ce que nous observons. Ça, c'est ce que les calculs nous disent. Si on avait exactement à l'origine le nombre exact de matière, la même quantité de matière et d'antimatière. Donc pour expliquer que ce n'est pas ce que nous observons que l'univers est rempli de matière avec des quantités très faibles d'antimatière, il faut l'expliquer, et il y a un mécanisme pour ça qu'on appelle la baryogénèse. L'idée donc c'est de produire par un mécanisme spécifique un excès de matière par rapport à l'antimatière. Et un mécanisme de baryogénèse absent de la théorie standard qui devient possible en présence de neutrinos de Majorana lourds, les neutrinos dont je vous ai parlé précédemment, qui pourraient expliquer les petites masses des neutrinos que nous connaissons, c'est que ces neutrinos de Majorana pourraient se désintégrer préférentiellement en matière plutôt qu'en antimatière, c'est-à-dire en leptons plutôt qu'antileptons, ou disons en électrons plutôt qu'en muons. Un moyen, alors évidemment à ce niveau-là c'est une spéculation puisqu'on parle de nouveaux neutrinos très lourds qu'on ne peut pas observer directement, mais on peut tester, à défaut de pouvoir les observer directement, on peut tester cette hypothèse en recherchant la double désintégration bêta sans émission de neutrinos, qui n'est possible que si les neutrinos sont des particules de Majorana, sont donc leurs antiparticules, et en recherchant la violation de CP dans les oscillations. Pour terminer, je vais aborder un autre sujet qui est celui de l'astronomie des neutrinos, dont je ne dirai pas grand-chose. Mais c'est le fait que comme les neutrinos interagissent très peu, ils peuvent traverser de grandes distances dans l'univers, et en les observant, on peut en apprendre des choses sur la source qui les a émises. Alors l'exemple qu'on connaît déjà, c'est le cas des neutrinos du Soleil. Ici, vous avez, dont on a déjà abondamment parlé, et ici, vous avez une image en fait des neutrinos du Soleil. Donc les différentes couleurs indiquent là où il y a la plus grande concentration de neutrinos, et vous voyez que les neutrinos émis par le Soleil viennent d'une direction privilégiée dans le ciel, qui est justement la direction du Soleil. Un événement encore plus, donc ça c'est quelque chose que l'on connaît bien, un événement encore plus spectaculaire, c'est l'explosion de la supernova 1987A. Les supernovas sont des étoiles extrêmement massives en fin de vie qui ont terminé les mécanismes nucléaires qui leur permettent de fournir de l'énergie et qui s'effondrent sur elles-mêmes par l'effet de la gravitation. Et ensuite, vous avez une explosion de ces supernovas qui a la particularité d'émettre un grand nombre de neutrinos. Donc, il s'agit d'événements assez rares à une distance suffisamment proche de notre galaxie en tout cas. Et la supernova 1987A, c'est une supernova donc qui a explosé à proximité de notre galaxie, dans ce qu'on appelle le grand nuage de Magellan, et elle a émis une grande quantité de neutrinos, et on a détecté en fait sur Terre avec des détecteurs de neutrinos, on a détecté une vingtaine de neutrinos en l'espace de 12 secondes. Alors comment est-on capable de dire que ces neutrinos qu'on a détectés sont associés à une explosion de supernova? Tout simplement parce que l'explosion de supernova produit également énormément de photons, et donc c'est un événement qui est très visible, très brillant dans le ciel. Si elle est suffisamment proche, on peut même l'observer à l'œil nu, et plus efficacement encore évidemment avec des télescopes. Donc on a pu voir en fait que les neutrinos
sont arrivés même un peu en avance sur la lumière, quelques heures. Et ça, c'est un phénomène qu'on explique tout simplement par le fait que, comme on l'a dit précédemment, les neutrinos interagissent très peu. Donc, ils ont pu s'extirper de la supernova beaucoup plus rapidement que les photons et parvenir sur Terre quelques heures avant les photons. Enfin, et je vais arriver à mes conclusions. Donc, pour terminer sur les neutrinos, donc sur ce qu'on appelle l'astronomie des neutrinos, je vais vous montrer donc une image d'une expérience. Il y a plusieurs types d'expériences qui essaient de détecter donc les neutrinos de très haute énergie. Il y en a une qui est au pôle sud et qui s'appelle IceCube. Et en fait, je vous ai parlé tout à l'heure d'effet Cherenkov, donc de la détection donc d'une particule chargée par la lumière bleutée qu'elle émet dans l'eau. Et c'est le principe qui est utilisé ici dans un détecteur comme IceCube, situé au pôle sud. Alors, c'est pas dans l'eau, mais c'est dans la glace. On a des détecteurs, en fait, qui vont détecter cette lumière Cherenkov, et pouvoir ainsi dire qu'un neutrino est passé et permettre de mesurer des neutrinos de très haute énergie, donc qui viennent de très loin dans le cosmos. J'en arrive donc à mes conclusions. Donc en conclusion, je dirais que la physique du neutrino est déjà une discipline assez ancienne. Et on a appris beaucoup de choses sur eux. On a appris qu'ils pouvaient se transformer d'une espèce en l'autre par le mécanisme qu'on appelle les oscillations de neutrinos. On a appris par ce mécanisme même qu'ils ont une masse extrêmement petite. Mais on ignore encore un certain nombre de choses. On ignore l'origine de leur masse. On ne sait pas si les antineutrinos oscillent comme les neutrinos. Je vous ai dit que c'était un des objectifs des expériences de la prochaine décennie. Et on ne sait pas non plus si les neutrinos sont leurs propres antiparticules. Donc, on a devant nous un certain nombre d'expériences qui vont nous permettre de répondre à certaines de ces questions. Et peut-être, si on trouve que les neutrinos sont leurs propres antiparticules, si on trouve que les neutrinos n'oscillent pas comme les antineutrinos, ça pourra nous donner une idée que les neutrinos pourraient être à l'origine du fait que notre univers est essentiellement constitué de matière. Enfin, c'est la dernière chose dont j'ai parlé, les neutrinos sont aussi des messagers du cosmos qui peuvent nous donner des informations sur des astres très lointains, sur l'origine des rayons cosmiques de très haute énergie ou sur le mécanisme d'explosion des supernovas. Voilà.